Mes amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Stratégone, notre émission géopolitique du mercredi du Courrier des Stratèges. Je vous rappelle tout de suite qu'elle n'aura pas lieu la semaine prochaine parce qu'on fait une petite trêve, mais on la reprendra très vite la semaine suivante. On retrouve Ulrike Reisner, honneur aux dames. Bonjour Ulrike. Bonjour Debian. On retrouve Édouard. Bonjour Édouard. Bonjour Eric. Et on trouve un nouveau, John Laughlin, qui va tout de suite nous dire qui il est. Bonjour Eric. Alors je suis chargé de conférence, on va dire, en politique, en sciences politiques et en histoire à l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, et par ailleurs directeur de FVD International. FVD, c'est le parti politique néerlandais Forum pour la démocratie. Comme vous voyez, je suis actuellement à Amsterdam, dans le siège du parti, et donc j'exerce ces deux métiers. Alors, écoute, bienvenue à toi, John, et merci de participer à cette émission, et puis merci de nous confirmer qu'il ne fait pas un temps plus ensoleillé à Amsterdam qu'à Paris ou à Vienne. On s'en félicitera. On va aujourd'hui parler de Donald Trump, forcément, et nous allons nous poser une question qui est: Donald Trump est-il vraiment un souverainiste, comme d'ailleurs une certaine propagande en Europe le dit, qu'elle soit pro ou anti-Trump? Est-ce qu'il est un souverainiste ou bien est-ce qu'il est un mondialiste d'une nouvelle forme, ou est-ce qu'il ne témoigne pas d'une évolution profonde du mondialisme ou d'une adaptation de l'idéologie mondialiste à de nouvelles réalités économiques? Et donc, vous avez le droit de vous étriper et de vous entretuer pendant 3/4 d'heure sur ce sujet. Je mettrai quand même mon grain de sel puisque j'ai déjà produit un article pour dire que Trump était un néo-mondialiste. Mais John, justement, on va faire une petite injustice aux dames, mais comme tu es le nouveau de l'émission, dis-nous ton avis sur ce sujet. Je n'ai pas lu ton article, Eric, j'en suis navré, mais tu nous diras quel est son argument. Pour moi, il y a deux réponses, oui et non. C'est pas pour être en même temps, c'est pas pour faire du en même temps que je le dis. Mais sur le plan de l'économie, il me semble que non. Il me semble que c'est un souverainiste. Il me semble que Trump veut mettre fin au mondialisme économique tel qu'il se réalise depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Il est protectionniste idéologiquement. Il veut atteindre plusieurs objectifs avec ses tarifs qui sont indépendants de la question du commerce. Je pense notamment à une manipulation du marché des obligations étatiques. Il y a donc plusieurs objectifs dans ces tarifs, mais très clairement, me semble-t-il, c'est la fin du mondialisme économique. Mais là où, bien sûr, et c'est peut-être là où le sens de ta question, Eric, il serait beaucoup moins souverainiste, c'est bien sûr dans la politique étrangère. Et notamment vis-à-vis du Moyen-Orient, et plus précisément d'Israël, où nous voyons bien que, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, son soutien à Israël est absolument inconditionnel. Netanyahou est déjà venu 2 fois à la Maison-Blanche. La nouvelle administration commence déjà à parler d'une guerre contre l'Iran, les frappes contre les Houthis, enfin le pouvoir à l'ouest du Yémen, les frappes qui continuent d'ailleurs sans que personne n'en parle en Somalie, qui continuent comme si rien n'était depuis maintenant plusieurs années, malgré le changement de l'administration. Donc au niveau de la politique étrangère, on voit malheureusement encore plusieurs traces de l'ancien establishment néoconservateur qui, lui, semble-t-il, garde encore un peu de pouvoir. Je répondrai un peu, mais qui veut apporter la contradiction, s'il y en a une, à John? Je vois que Édouard piaffe d'impatience. Non, je vois bien ce que John a en tête. On va parler ensuite dans le détail. La question, je crois, c'est celle de la continuité de la politique étrangère américaine, peut-être même anglo-américaine,
si j'ose dire. Moi, ce qui me frappe, c'est en fait ces États-Unis qu'on dit tellement empreints de communication à outrance, qui vivraient dans l'instant. En fait, c'est le peu de changement qu'il y a dans les conceptions fondamentales de la politique étrangère. Et peut-être faut-il mettre la Grande-Bretagne et les États-Unis ensemble. Au fond, les deux pays vivent toujours sur la représentation du monde de Mackinder en 1904, avec l'opposition entre les puissances maritimes et les puissances continentales, la hantise qu'il y ait des puissances eurasiatiques qui deviennent dominantes, et aussi bien la difficulté à finir le conflit en Ukraine que la volonté de Trump d'annexer le Groenland, ou bien ce que John décrivait, cette continuité très détestable de la politique américaine au Proche-Orient, me font penser qu'au fond, il n'a pas pris véritablement ses distances avec la vieille géopolitique anglo-américaine. Simplement, il essaye de lui donner une nouvelle forme. Alors, est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'on parle de mondialisme ou de souverainisme? Je ne sais pas si les deux termes conviennent. Je pense qu'on a, utilisant le vieux terme gauchiste d'impérialisme américain, on a une continuité dans l'idée que les États-Unis doivent contrôler les affaires du monde, et qu'au fond, ils sont les seuls à pouvoir le faire, et on a une volonté de changer la méthode. Alors, cette volonté de changer la méthode étant bien évidemment contrainte par la subsistance de certains réseaux, comme par exemple les réseaux néoconservateurs auxquels John faisait allusion, et puis aussi par cette survivance de réseaux en Europe, par exemple, où on a tous les nostalgiques de l'ancien establishment américain, et qui ne comprennent pas ce nouvel establishment américain que Trump est en train de mettre en place. Voilà ma première réponse sommaire à la question. Je sens qu'on aura quand même un peu de débat. J'introduirai le débat tout à l'heure, dès que Ulrich aura parlé. Je poserai une question provocatrice. Vas-y, Ulrich, donne ton avis sur la question qu'on aborde. Alors, moi, je pense, si je peux commencer par une autre perspective, je pense qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui parle de la politique, d'une politique personnalisée. Hein. Pour moi, c'est toujours important de regarder le cadre et de regarder les grandes lignes, de regarder d'où vient-il et pourquoi fait-il comme ça. Hein. Et la question de base, hein, parce qu'on parle maintenant de quelques semaines de la présidence de Donald Trump, qu'est-ce qu'il a trouvé lors de sa deuxième campagne électorale? Parce que pour moi, c'est essentiel si on parle de la politique de Donald Trump. Alors, les États-Unis sont épuisés par la domination mondiale du dollar. Il a trouvé des États-Unis désindustrialisés, dépendants d'un complexe militaro-industriel de moins en moins efficace, et menacés dans leur hégémonie par le rapprochement entre la Russie et la Chine. Alors, c'est ce qu'il a observé Donald Trump pendant la campagne électorale. Et il a aussi observé le mandat de Joe Biden. Il a observé les difficultés de la guerre en Ukraine et l'incapacité des États-Unis à amener le reste du monde à accepter les sanctions contre la Russie. Il a observé aussi, depuis octobre 23, les États-Unis ont été incapables de s'imposer face au gouvernement Netanyahou. Alors, Trump, d'autre part, comme je lui regarde comme homme d'affaires dans ses pensées, il défend
le peuple américain contre l'establishment. C'est ce qu'il a dit Edouard. Il réclame le retour des emplois industriels aux États-Unis et le retour des États-Unis à une logique d'équilibre des pouvoirs. Et cela rend pour nous tout ça un peu compliqué, parce que si tu me donnes la question, alors est-il souverainiste ou un néomondialiste? Moi, je dirais les deux. Mais c'est compliqué à expliquer parce que ça... On va vous envoyer Macron, hein, et en Oui, Hollande et en Autriche. Vous êtes fait pour avoir Macron. Non, mais il faut un peu expliquer parce qu'il y a beaucoup de lignes, non seulement en ce qui concerne la politique étrangère, mais aussi l'économie et l'économie mondiale. Bon, alors, je vais poser ma question provocatrice en l'expliquant, évidemment, parce que, en fait, je pense que quand vous nous dites en même temps, c'est parce que vous posez un faux problème et d'abord une fausse synonymie. C'est que dans votre esprit, le protectionnisme est un marqueur du souverainisme et que le protectionnisme est incompatible avec le mondialisme. Et je pense que c'est une erreur d'interprétation. Parce que si je regarde la gauche française, par exemple, qui est très mondialiste et qui est très attachée à la planète, l'écologie, tous les thèmes mondialistes, la gauche française les décline. Et la gauche française est extrêmement opposée au libre-échange depuis des années. La France bloque la signature du Mercosur. La France fait partie des pays qui ont mené le combat contre l'accord TAFTA avec les États-Unis. Et donc, s'il y a bien des gens qui se sont opposés au libre-échange ou à l'idéologie du libre-échange, ce sont les mondialistes francophones ou les mondialistes latins. Et donc, pour moi, l'idée que le protectionnisme soit un marqueur du souverainisme est une erreur. Et si je regarde les BRICS, qu'on peut considérer comme le club des puissances souverainistes, les BRICS ont plutôt tendance à rechercher des formes de libre-échange entre eux et à négocier, en tout cas, des accords commerciaux favorables entre eux. Et donc, pour moi, on peut tout à fait être souverainiste et pour le libre-échange. Je pense que entre la Russie et la Chine, entre la Russie et l'Inde, il y a cette tentation. Et on peut tout à fait être favorable au protectionnisme tout en développant tous les thèmes, je pense notamment aux écologistes en France, qui défendent le wokisme, qui défendent l'écologie la plus radicale. Et donc, au fond, est-ce que le problème, ce n'est pas que Trump est en train de démontrer que, au fond, le protectionnisme n'est pas un marqueur du souverainisme? Et j'en veux pour preuve, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Ulrike, sur le diagnostic de l'économie américaine. En réalité, la réindustrialisation des États-Unis, c'est un thème que Joe Biden a développé beaucoup plus efficacement que Trump, puisque l'Inflation Reduction Act de Biden a prévu un mécanisme de subvention à la décarbonation de l'industrie dès lors que les usines étaient installées aux États-Unis, ce qui a provoqué une véritable, notamment, désindustrialisation en Allemagne. Et beaucoup d'industriels allemands ont dit, entre les sanctions contre la Russie et le gaz russe et l'Inflation Reduction Act, c'est un véritable appel pour que les usines allemandes s'installent aux États-Unis. Et donc, Trump n'a pas trouvé un pays, il a trouvé un pays désindustrialisé, mais il a, au fond, mis un terme à une politique de réindustrialisation très efficace qui était la politique de Biden. Et il a mis en place une politique idéologique dont on n'est pas sûr qu'elle va fonctionner. Donc ça signifie qu'en réalité, le thème de la réindustrialisation par des subventions aux usines, aux entreprises, des subventions publiques aux entreprises, c'est un thème qui a commencé avec les démocrates et Trump ne l'a pas inventé. Au fond, Trump va essayer de continuer ce que Biden avait commencé. C'est pour ça que, de mon point de vue,
Trump est un continuateur d'un mondialisme américain avec une obsession de la réindustrialisation, mais il le fait avec un autre emballage marketing. Mais ça avait commencé avant lui et il continue une politique du deep state américain qui a dit à un moment donné, il faut réindustrialiser. Bon, voilà, mon intervention un peu longue, provocatrice, excusez-moi, mais je vous laisse réagir. Je vois que John, d'ailleurs, mais allez-y, je vous laisse intervenir comme vous voulez. Non, mais cette analyse, elle est très intéressante et très originale. J'ai passé plusieurs décennies de ma vie, en effet, en disant que la souveraineté était compatible avec le libre-échange. J'en suis un peu moins sûr aujourd'hui, parce que le mondialisme économique tel qu'il se développe depuis 30 ans comporte beaucoup plus que le simple libre-échange. Il comporte une financiarisation extrême de l'économie et la soumission des États à des instances internationales qui réduisent très considérablement la marge de manœuvre de chaque État et qui tendent donc à créer un vrai mondialisme, y compris sur le plan politique. Et là où Trump serait donc souverainiste avec son protectionnisme, c'est justement avec ces autres objectifs que j'ai évoqués très brièvement, qui sont peut-être, selon certains, j'écoute avec intérêt ce que disent d'autres commentateurs, qui sont de réduire le poids des marchés de Wall Street, en fait, dans l'économie, de réduire le poids notamment des actions et du marché des actions en faveur du marché des obligations étatiques, notamment américaines, et de réindustrialiser, oui, en punissant ces grandes entreprises, ces grandes multinationales qui, bien évidemment, sont à l'origine de la désindustrialisation. C'est-à-dire que je le vois non pas dans les instruments immédiats qui sont les tarifs, mais plutôt dans les objectifs plus larges qui seraient les siens selon certains commentateurs. Alors, juste avant de céder la parole aux autres, explique-moi en quoi il punit les grandes multinationales. Parce que les grandes multinationales font des bénéfices énormes sur le fait de faire produire leurs biens en Chine, par exemple, ou ailleurs, et de les vendre à 10 fois le prix de la production aux États-Unis. Et si on impose un tarif sur l'importation des produits premiers, enfin des produits manufacturiers qui sont ensuite revendus, on impose donc une taxe, en tout cas sur les bénéfices de ces multinationales. Et plus largement, le coût qui est porté par l'annonce de ces mesures, annonce théâtrale avec son tableau avec les pourcentages, a beaucoup fait baisser les marchés financiers. Et si les actions s'écroulent, eh bien, il faut que les gens mettent leur argent quelque part. Ils vont peut-être les mettre plutôt dans les obligations américaines que dans les actions. Bon, je répondrai tout à l'heure, je laisse les autres s'exprimer, mais je répondrai à cette question. Édouard ou Ulrike? Édouard, vas-y. Oui, je pense qu'on peut essayer de définir les termes. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mondialisme, c'est une idéologie occidentale qui a tenu le haut du pavé, en gros, depuis les années 70, même si elle a mis du temps à se mettre en place. Mais rappelons-nous que, comme souvent, c'est un Français qui, le premier, s'est réclamé du mondialisme, c'est Giscard, quand il avait dit « Je suis le premier président mondialiste ». C'était en 1976, de mémoire, dans un discours. Et il y avait cette idée, effectivement, que les échanges, on était dans la dynamique qui avait été amorcée par les accords, les négociations du GATT. Je pense que ça s'appelait déjà le GATT et ce qu'on appelait le Kennedy Round. Et on était dans cette première dynamique-là. D'ailleurs, rappelons-nous qu'à l'époque, ça avait déjà suscité un premier débat chez les économistes héritiers du général de Gaulle, puisque Maurice Allais, qui se réclamait de l'héritage de Jacques Rueff, avait dit par ailleurs, est-il raisonnable de renoncer à la préférence communautaire?
Donc, on a affaire à de vieux débats en l'occurrence, et on a le mondialisme. Ensuite, me semble-t-il, s'est décliné sur deux modes. Un mode, on va dire, progressiste, et avec Clinton, Obama et Biden, et un mode plus conservateur avec Reagan et les Bush. Et puis la question maintenant, c'est de savoir si Trump rompt avec cette logique ou pas. Moi, j'insisterai sur un petit point là aussi en termes de définition, puis après on va reprendre notre débat. C'est que je trouve le débat sur le protectionnisme en fait quelquefois artificiel, dans la mesure où ce qu'on appelle le protectionnisme là en l'occurrence sont les tarifs douaniers que met en place Donald Trump. Mais quand on regarde bien l'histoire des 50 dernières années économiquement, il y a toujours eu et du libre-échange et du protectionnisme. Oui. Et le libre-échange, on voit à peu près ce que c'est. Sauf que, est-ce qu'on parle du libre-échange des biens industriels, des capitaux? Est-ce qu'on parle de la libre circulation de la main-d'œuvre, etc. On sait très bien qu'on peut avoir un peu plus ou un peu moins en termes de dosage de ces trois types de liberté dans la circulation économique. Et d'autre part, si on prend deux pays apparemment libre-échangistes comme l'Allemagne et le Japon, on sait très bien qu'ils ont des tas de moyens d'être de facto protectionnistes, ne serait-ce qu'en imposant des normes qui fait qu'on ne peut pas tout importer ou plutôt tout exporter vers chez eux. Donc, moi, il me semble que, comme souvent chez Trump, il y a une focalisation sur, je crois que c'est Ulrike qui parlait de l'aspect, ou John, l'aspect théâtral. Donc, effectivement, les tarifs, le Liberation Day, les tableaux. Mais comme le disait très bien Eric tout à l'heure, Biden a fait du protectionnisme d'une certaine manière en subventionnant les entreprises qui viendraient s'installer aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça a été très compliqué pour l'Union européenne parce que l'Union européenne interdit la subvention des industries. Et donc, il faut voir exactement de quoi on parle. Sur le plan théorique, je suis d'accord, Eric, que le souverainisme et le libre-échangisme sont tout à fait compatibles. En réalité, y a-t-il jamais un libre-échangisme pur? Je crois que c'est la question qu'on peut poser sur les 50 dernières années. Ulrike. Alors, d'un point de vue d'une Allemande, on pense toujours dans le terme économique, et moi je suis convaincue que c'est toujours une question de l'argent. Alors, en long terme, c'est toujours la même chose avec les États-Unis. Alors, il faut toujours avoir en tête que les États-Unis utilisent leur puissance financière pour atteindre des objectifs de politique étrangère. Ça, c'est très important à introduire dans nos débats parce que c'est quelque chose qui est bien typique pour les États-Unis. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ça va du gel des avoirs à la coupure des États du SWIFT, à la restriction de l'accès au système bancaire et financier américain. Et c'est le système où vit et où fait politique Donald Trump. Mais il y a une grande différence en ce qui me concerne entre l'homme d'État, si on peut dire comme ça, Donald Trump, et l'homme d'État Joe Biden ou Barack Obama. Trump a toujours souligné qu'il a été le premier président américain à ne pas déclencher de nouvelles guerres, car il est un homme d'affaires et il privilégie le commerce. Et ça, c'est important aussi à introduire dans nos pensées. Pourquoi? Parce que déclencher de nouvelles guerres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue des États-Unis, tu affaiblis ton adversaire.
Hein, pourquoi? Parce que si on prend la guerre en Ukraine, déclencher une guerre en Ukraine, ça veut dire pour la Russie que la Russie doit établir une économie de guerre. Hein, et ça affaiblit ton adversaire. Et ça, c'est quelque chose qui est bien intéressant en ce qui concerne Donald Trump. Il déteste la guerre parce que de son point de vue, ça coûte cher, extrêmement cher, et particulièrement si ça dure. Hein. Il est bien dans cette tradition de Sun Tzu. Sun Tzu a aussi souligné toujours que la guerre coûte beaucoup si ça dure longtemps. Et c'est pour ça que c'était pas du tout étonnant que Donald Trump a dit immédiatement, alors la guerre avec l'Ukraine, on va trouver la paix parce que, entre parenthèses, ça coûte cher. Hein. Et ça, c'est important à savoir. Mais d'autre partie, on voit très bien que aussi Donald Trump, dans sa tête, il vit dans un temps déjà passé. C'est le problème que nous avons tous en ce moment parce qu'on vit dans un monde qui change rapidement et on cherche à trouver des solutions avec des anciennes recettes. Et si tu prends ce qui est passé les derniers jours, Trump doit aussi savoir que le monde change rapidement et que les autres acteurs, et ça a changé, ont également des bonnes cartes en main. Il y a des grandes rumeurs selon la Chine, le Japon aurait massivement injecté des obligations d'État américaines sur le marché les derniers jours. Et c'est pour ça que ça explique la forte hausse de rendement pour les États-Unis. C'est pour ça qu'on observe en ce moment un mélange, comme tu veux, du nouvel mondialisme aussi au sein de l'économie. Et ça rend très difficile de trouver des solutions ou des explications rapidement. Alors, je vais dire quelques mots, puisqu'on a pas mal évoqué ces sujets dans les colonnes du courrier. D'abord, sur cette théorie qui est pour moi un élément de langage. Sur Trump veut définanciariser et les impôts, on va simplifier, mais pour que tout le monde comprenne, les impôts sur les bénéfices que Apple ne paye pas, Trump les récupère par des barrières protectionnistes. C'est un élément de langage qui est, je sais, John, que tu es parfaitement sincère et de bonne foi, mais c'est un élément de langage qui est caricaturalement absurde, puisque probablement que Apple ne paye pas d'impôts sur les sociétés, on le sait, grâce au dumping fiscal de l'Irlande, mais on remarquera que Trump vient d'exonérer Apple de droits de douane. Donc si l'intention de Trump était celle que tu dis, il n'aurait pas exonéré Apple de droits de douane. Et donc c'est bien la preuve que l'intention n'est pas là. Et rappelons-le inlassablement, l'impôt sur les bénéfices, ce sont les sociétés, les entreprises qui le payent. Les barrières protectionnistes, ce sont les consommateurs, parce que, in fine, la barrière protectionniste, c'est un prix que l'importateur paye au moment où il reçoit donc le consommateur paye. Et donc, quand on dit Trump fait payer ce qu'il ne reçoit pas en impôt sur les sociétés, il le fait payer par des barrières protectionnistes, c'est en partie vrai parce que la barrière protectionniste est un impôt, mais il est payé par le consommateur. Et donc, l'argument consiste à dire ce que Apple ne paye pas grâce à l'évasion fiscale, c'est le petit consommateur américain qui va le payer de sa poche, ce qui est la meilleure preuve que lorsque Trump dit « je défends le petit peuple américain », c'est un mensonge, parce que là, ce qu'on est tous en train de dire, c'est il est normal que le consommateur américain paye ce qu'Apple n'a pas payé. Mais répétons-le inlassablement, la barrière protectionniste, elle est payée par le consommateur. Le tarif douanier, il est payé par le consommateur. Et dans la pratique, si à un moment donné, Apple réduit ses marges, eh bien, Apple produira moins d'argent, mais ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'argent qui ira dans les caisses de l'État, c'est simplement de l'argent, de la richesse qui ne sera pas produite. Mais ça n'enrichira pas l'État américain pour la circonstance. En revanche,
et l'argument que tu dis sur le marché obligation, de mon point de vue, il est au cœur du projet trumpiste, qui est de dire aujourd'hui le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale handicape nos exportations, parce qu'on a un dollar fort et donc ça nous empêche de vendre à bas prix. Et au fond, le monde est en train de prospérer grâce au parapluie américain et au statut à l'hégémon américain. Et donc, il faut faire payer le monde pour l'hégémon américain parce qu'il n'y a aucune raison qu'on soit les shérifs de la planète à nos frais. Si on les protège, ils doivent payer. Et il y a bien cette idée qui est pour moi la source, c'est la raison pour laquelle je considère qu'il y a un néo-mondialisme chez Trump. Il y a bien l'idée de comment on fait pour garder l'hégémonie américaine avec l'hégémonie du dollar et l'hégémonie de la puissance militaire américaine. Et si Trump est revenu en arrière sur ces barrières tarifaires la semaine dernière, c'est parce que Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor, lui a dit « Mais les Chinois et les Japonais, pour se venger, sont en train de vendre massivement leurs bons du Trésor américain et ils sont en train de mettre en péril notre domination par le dollar et notre domination par, au fond, l'attraction des capitaux mondiaux. Et c'est pour ça, je suis d'accord avec toi, John, pour dire qu'il y a bien une intention chez Trump de parier sur le marché obligataire. C'est lorsqu'il a vu qu'il y avait une crise obligataire qui se préparait qu'il a dit « j'arrête mes tarifs douaniers ». Et donc, on voit bien qu'en bout de course, au fond, la stratégie de Trump, c'est d'abord de préserver l'hégémonie du dollar sur l'ensemble du commerce mondial. Et c'est pour ça que, beaucoup plus que le protectionnisme ou libre-échange, je pense que le marqueur du mondialisme, c'est la continuité de l'ordre de Bretton Woods avec un dollar qui s'est substitué à l'or comme étalon international et que Trump veut continuer Bretton Woods par d'autres moyens et qu'il n'est certainement pas un souverainiste comme Bukowski va nous libérer, etc. C'est en réalité le continuateur de l'ordre de Bretton Woods par d'autres moyens. Voilà, je sais que j'ai encore trop parlé, mais... Non, si je peux intervenir juste sur un point de précision, je vais me faire l'avocat du diable, je vais défendre le protectionnisme. Sur un point, en fait, un vrai protectionniste, et c'est pour ça que je ne sais pas si Trump est protectionniste jusqu'au bout, un vrai protectionniste, il ne réfléchit pas en termes de consommateur, tu as très bien justifié souligné la contradiction qu'il y a, puisque le consommateur va payer plus du fait des tarifs douaniers. Il réfléchit en termes de producteur, c'est-à-dire qu'il voudrait que à ce moment-là, un protectionniste américain complet voudrait que la nation américaine redevienne une nation de producteurs industriels, avec des salaires qui seraient de fait plus élevés et donc qui atténueraient l'effet des tarifs quand il faut importer. Bon, en fait, il faut quand même rendre cette justice au protectionnisme, que c'est une pensée économique qui a sa cohérence. La question, effectivement, je crois qu'on se pose tous, c'est de savoir, paradoxalement, est-ce que Trump a adopté le protectionnisme, par exemple, tel qu'il est défendu par Friedrich List dans son système d'économie politique de 1845, ou bien est-ce qu'il picore des éléments dans une stratégie de changement du modèle mondialiste américain. Alors, ça nous amène au deuxième constat, effectivement, je pense qu'on le partage tous, qui est qu'il y a une contradiction intrinsèque dans l'ambition de Trump, c'est que s'il va au bout de sa logique de tarifs, il va dézinguer le rôle de monnaie mondiale du dollar. Sauf que visiblement, il n'est pas prêt à le faire, puisqu'il voudrait avoir d'une certaine manière le beurre et l'argent du beurre. Il voudrait d'une part que le dollar baisse, mais parce que ça pourrait relancer non seulement les exportations américaines, mais avant les exportations américaines, la capacité des États-Unis à produire sur le sol américain.
si tant est qu'ils aient la main-d'œuvre pour ça, mais ça, c'est le sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure. En même temps, Trump voudrait quand même garder le rôle de monnaie de réserve. Et d'ailleurs, comme tu le disais, Scott Bessent lui a dit attention, là, ça devient dangereux parce que les Chinois, les Japonais, peut-être d'autres, vont revendre les dollars qu'ils ont dans leurs réserves. Et au point où tout le monde va se détourner du dollar. Donc, effectivement, je pense qu'on en est là. Alors, si je rappelle ce que disait Ulrike tout à l'heure, c'est-à-dire ne personnalisons pas trop. Trump est ce qu'il est. C'est un grand politique, indéniablement. Et il a un vrai talent pour entraîner les gens derrière lui. Mais il est, comme tous les décideurs, il est aussi soumis à énormément de contraintes. Et donc, on voit bien que là pour le coup, en même temps, faire baisser le dollar et rester monnaie de réserve, c'est aussi le résultat des contraintes qui pèsent sur les États-Unis, parce que effectivement, accepter que le dollar ne soit plus monnaie de réserve, c'est un saut dans le vide. Et ça va aussi priver Trump du soutien d'un certain nombre d'oligarques qui se sont ralliés à lui et qui ont des actifs qu'ils défendent. Et donc on voit bien, lorsque méchamment certains disent Trump est le Gorbatchev du système néolibéral, il y a peut-être quelque chose de vrai, dans le sens où c'était bien un des problèmes de Gorbatchev, c'est que s'il voulait se débarrasser de l'impérialisme soviétique, il était obligé de lâcher tellement de choses qu'on l'a vu, le système a fini par craquer. Et donc je pense qu'on en est là, et cet entre-deux trumpien n'est pas simplement lié à la personne de Trump, il est lié surtout, je crois, aux contraintes du système et à l'épuisement du système mis en place par Nixon en 71, qui était celui de l'étalon dollar. Et il faut rajouter à cela que, bien sûr, comme nous le savons tous dans cette émission, le déficit commercial américain est évidemment lié à sa racine aux événements de 1971, c'est-à-dire au découplement du dollar et de l'or. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, en effet, c'est une contradiction que de vouloir maintenir, comme Trump le veut, le rôle du dollar. D'ailleurs, Eric, tu as parfaitement raison, puisque dans un de ses excès, à un moment, il a dit que si jamais le BRICS songeait à introduire un autre système, eh bien, il mettrait des sanctions. Donc, on a bien compris que c'était une priorité pour lui. Mais en réalité, comme le dit Edouard, c'est une contradiction. Je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, sur les tarifs et le consommateur, Eric. Je ne suis pas d'accord que c'est le consommateur qui paye. C'est comme en France ou en Angleterre, quand on achète un bien immobilier, on dit toujours que c'est le vendeur qui paye les frais d'agence. C'est pas vrai, c'est le vendeur et l'acheteur qui paie les frais d'agence. L'agence se met entre le vendeur et l'acheteur, il prend sa commission. Donc en fait, tout le monde paye. Et elle profite il est inexact à l'intermédiaire. C'est le consommateur qui paye. Ça peut être le consommateur si en effet les prix augmentés, qui sont augmentés par les tarifs, sont ensuite transférés en forme de prix de vente, mais ça peut aussi grignoter sur les bénéfices de la société, de l'entreprise en question. Mais je crois aussi, et ça sera mon deuxième point, que cette question de la domination du dollar, elle est bien sûr liée au taux d'échange du dollar et du marché obligatoire, mais il y a aussi, mais nous le savons, vous le savez tous, d'autres événements en cours qui vont fragiliser la domination du dollar, et ce sont les monnaies numériques. Les monnaies numériques qui vont permettre des échanges entre États tiers, entre par exemple la Chine et l'Inde, ou entre la Chine et l'Arabie saoudite, qui pourront passer désormais, qui pourront avoir lieu sans passer par le dollar. Voilà.
Ulrike, tu es d'accord? Exactement, non, exactement. Non, c'est pour moi, c'est très intéressant d'écouter tout ça parce que il y a aussi un grand papier qui circule en ce moment dans les réseaux sociaux. C'est un papier d'un think tank Hudson Bay. Écrit par un économe qui explique dans une quarantaine de pages comment ça se passe, ce système économique. Et son résumé, c'est que l'Amérique enregistre des déficits élevés de la balance des opérations courantes, non parce qu'elle importe trop, mais parce qu'elle doit exporter ses emprunts d'État pour constituer des réserves de devises et favoriser la croissance mondiale. Et c'est pour ça, dans ce papier, Hudson Bay explique aussi que les droits de douane et la politique monétaire visent à améliorer la compétitivité de l'industrie américaine et par conséquent à développer des installations industrielles et à transférer la demande globale et des emplois du reste du monde vers les États-Unis. Alors, c'est un super papier. Hein? Et c'est très amusant. Pourquoi? Il y a deux points de vue de mon côté. Premièrement, c'est amusant parce que dans ce papier, on peut bien regarder que les États-Unis n'ont qu'une perspective. Et c'est leur perspective. Et c'est le problème aussi maintenant avec l'administration de Donald Trump. Et en ce qui concerne M. Trump, j'ai quelquefois l'impression qu'il est un peu impatient parce qu'il est un homme d'affaires. Et pour lui, ah oui, les tarifs, bon, on y va, bam. Et après ça, il y a une réaction et après encore une réaction. C'est ce que je veux le dire, c'est que oui, les États-Unis doivent trouver aussi bien que la Chine, la Russie, l'Inde, etc., et l'Europe, leur place dans un monde qui change énormément en ce moment. Et c'est pour ça qu'il va être très intéressant avec quelle recette on peut réussir. Bon, je vois que nous avons eu un débat qui n'est pas clos, puisqu'il y a entre nous des... Je sais que je suis en minorité en étant contre le protectionnisme, mais on reprendra probablement ce débat d'ailleurs lorsqu'on aura les premiers chiffres de l'inflation aux États-Unis, parce qu'en réalité, c'est ça qui tranchera le débat, c'est-à-dire que s'il y a une inflation aux États-Unis, ce sera la preuve que la barrière protectionniste est payée par le consommateur et qu'elle est douloureuse pour lui. Et d'ici là, mes amis, ce que je vous propose, donc, c'est qu'on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Jeudi, demain, vous retrouvez Ulrike Reisner qui nous parle de contrat de gouvernement entre les sociodémocrates et les conservateurs. Et puis pour tout week-end de Pâques où le courrier lève un peu le pied, on vous réserve quand même quelques belles surprises, notamment une interview d'Ilyes Zouari, qui est le spécialiste de la francophonie, sur la France est-elle encore une grande puissance. Je vous recommande de la voir. Et puis vous aurez encore quelques surprises d'ici à mardi prochain. Le courrier reprend sa vie presque normale à partir de mardi. On fait le bac. Et donc, de vendredi soir à mardi, nous serons un peu en veilleuse. Merci à vous. Merci Ulrike. Merci, merci. Merci John. J'espère que je ne t'ai pas découragé, que tu reviendras quand même. Pas du tout, avec grand plaisir. À bientôt, Edouard. À bientôt. Merci Eric, merci à tous.